Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Donc, je suis Antoine Lilti, j'enseigne l'histoire des Lumières ici au Collège de France et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque. Au nom de mes collègues, Arnaud Aurin, Dominique Rogers et Cécile Vidal, nous avons conçu et organisé ce colloque ensemble avec l'aide de Miranda Spiller et de Roberto Paiva, qui en est la véritable cheville ouvrière, comme tous les intervenants le savent. Et c'est donc collégialement, en leur nom, que je propose ces quelques mots d'introduction. Il y a exactement 200 ans, en juin 1825, le baron de Mâcon arrivait en Martinique, d'où il préparait une expédition vers Haïti. Il débarqua le 3 juillet à Port-au-Prince. Sa mission consistait à imposer à la République haïtienne une indemnité colossale de 150 millions de francs, ainsi que des conditions commerciales favorables pour les navires marchands français, en échange de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti, conformément à l'ordonnance signée par Charles X le 17 avril. Alors, cette idée d'une indemnité destinée à compenser pour les anciens colons de Saint-Domingue la perte de leur propriété, cette idée n'était pas entièrement nouvelle. Elle avait déjà été suggérée par Alexandre Pétion, le prédécesseur du président haïtien Jean-Pierre Boyer, à un moment où la menace de reconquête française de l'île était réelle. Boyer lui-même n'était pas hostile au principe, mais le montant exigé par la France, 150 millions de francs, eh bien, ce montant était excessivement élevé. Après quelques jours d'hésitation, Boyer finit néanmoins par accepter, certainement en raison de la menace militaire que faisait peser l'escadre qui accompagnait Mâcon, avec ses 14 navires et ses 500 canons, mais aussi parce que la reconnaissance de l'indépendance pouvait apparaître comme une victoire diplomatique pour l'État haïtien, offrant la perspective d'une réelle insertion dans le concert des nations. La somme exigée était énorme, exorbitante en comparaison des ressources de la jeune République. Elle correspondait à 3 années complètes de production du pays, à 10 ans de recettes fiscales. Elle pesa très lourdement sur les finances d'Haïti, obligeant le gouvernement, pour payer la première traite, à réquisitionner la quasi-totalité de l'argent disponible dans le pays, et surtout, parce que ce n'était pas suffisant, et donc surtout à contracter un emprunt auprès d'un consortium de banques françaises. C'est alors que se mit en place ainsi le mécanisme qu'on appelle celui de la double dette, qui a consisté par la suite, pour Haïti, à devoir acquitter à la fois les indemnités restantes et à rembourser les prêts contractés. Au final, Haïti a continué à payer pendant 60 ans pour un total d'environ 112 millions de francs, ce qui correspond à peu près à 500 millions d'euros d'aujourd'hui, sans parler des emprunts ultérieurs, à la fin du XIXe siècle notamment, qu'il est difficile de démêler de la dette originelle. Mais évidemment, le coût de cette spoliation a été en réalité bien plus élevé, puisqu'on peut estimer qu'elle a empêché le développement économique, social et humain d'Haïti, en drainant toutes les ressources du pays vers le remboursement de la dette, au profit d'environ 8000 colons français, des banques parisiennes et même, dans une certaine mesure, de l'État français lui-même. Les économistes estiment aujourd'hui que la dette potentielle de la France à l'égard d'Haïti pour compenser ce préjudice se situe dans une fourchette allant de 10 à 40 milliards d'euros. Et nous reviendrons samedi matin sur ces calculs, ainsi que sur les enjeux philosophiques, économiques et politiques des réparations. Sur un plan éthique, l'indemnité imposée à Haïti en 1825 paraît en effet scandaleuse, à la fois
au regard des crimes contre l'humanité que furent la traite et l'esclavage, et au regard de la situation actuelle d'Haïti. Il faut pourtant rappeler que dans le contexte intellectuel et politique de l'époque, elle pouvait sembler justifiée par le principe, perçu comme sacré, du droit de propriété et par les pertes subies par les colons, aussi choquant que cela nous paraisse aujourd'hui. Et de fait, d'autres indemnités furent versées à d'anciens propriétaires d'esclaves, notamment aux Antilles après l'abolition de 1848, mais aussi dans les colonies anglaises. Néanmoins, l'indemnité haïtienne est le seul cas où ce sont les anciens esclaves eux-mêmes, devenus libres et indépendants, qui durent indemniser leurs anciens maîtres. On a pu parler d'une rançon néocoloniale. L'événement de 1825 trouve bien sûr son origine dans l'histoire de la Révolution haïtienne qui commence avec le soulèvement des esclaves des plantations du nord de Saint-Domingue en 1791 et conduit à l'indépendance d'Haïti proclamée par Jean-Jacques Dessalines le 1er janvier 1804. Je ne reviens pas sur cette histoire marquée par l'abolition de l'esclavage en 1793-1794, par l'ascension militaire et politique de Toussaint Louverture, la tentative de reconquête de l'île par Napoléon Bonaparte en 1802, la victoire de l'armée indigène à Vertières et finalement donc l'indépendance d'Haïti en 1804. Les années qui ont suivi cette déclaration d'indépendance furent difficiles pour le nouvel État haïtien et sont souvent moins bien connues que la Révolution elle-même, même si les choses changent beaucoup sur le plan historiographique. Dessalines, qui avait été proclamé empereur quelques mois après l'indépendance, fut assassiné en 1806 et Haïti, dès lors, partagé en deux États, le royaume de Henri-Christophe au nord et la République dirigée par Alexandre Pétion au sud. Cette opposition politique se doublait de fractures sociales entre cultivateurs et nouvelles élites urbaines, mais aussi entre les anciens libres de couleur, souvent métis et nés dans la colonie, et les anciens esclaves nés en Afrique. Si bien qu'il existe, au fond, pour schématiser, deux lectures possibles de l'histoire d'Haïti au XIXe siècle. La première insiste sur l'importance historique de cet État noir indépendant, symbole de l'anticolonialisme et de l'anti-esclavagisme, souvent qualifié de première république noire. Haïti, dans cette perspective, marque, dans l'histoire du monde moderne, le surgissement d'une nouvelle conception de la liberté opposée au colonialisme et à l'esclavagisme, qu'il soit porté par les puissances européennes ou par les États-Unis. L'autre lecture insiste plutôt sur les tensions internes qui traversent Haïti depuis l'origine, sans doute depuis le gouvernement de Toussaint Louverture, tensions avivées bien sûr par l'environnement international et l'hostilité des grandes puissances, mais liées aussi aux contradictions entre les intérêts des différents groupes qui constituent la société haïtienne au lendemain de l'indépendance. Ces deux lectures, il faut le souligner, ces deux lectures ne s'opposent pas, du moins elles ne sont pas incompatibles, mais elles incitent à étudier avec nuance et dans toute sa complexité historique cette période. Alors ce sont ces éléments, je crois, qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce qui se joue en 1825, les motivations des différents acteurs, mais aussi les conséquences immédiates, avec notamment, dès 1826, l'instauration du Code rural qui imposait des conditions très dures aux paysans haïtiens. Celles-ci étaient liées à la nécessité de payer les indemnités imposées par la France, mais elles s'inscrivaient aussi dans une tentation ancienne des pouvoirs haïtiens de maintenir une économie de plantation tournée vers l'exportation. En France, l'épisode de 1825 a longtemps été occulté dans l'opinion publique française, malgré des travaux pionniers, notamment en Haïti, comme ceux de Leslie Manigat et de Benoît Joachim. Il est vrai que la révolution haïtienne elle-même a été longtemps cette révolution impensable dont parlait Michel Rolph Trouillot dans son grand livre « Silencing the Past ». Cette thèse, la thèse de
Trouillot a bien sûr été discuté et nuancé. D'une part, les sources de l'époque montrent qu'il s'agit davantage d'un déni. La révolution des esclaves était en réalité parfaitement pensable, mais les Européens n'ont pas voulu la reconnaître pour ce qu'elle était. D'autre part, le silencement de la révolution haïtienne est plus tardive qu'on ne l'imagine habituellement. Ce n'est qu'après 1848 qu'elle a disparu de la conscience européenne et du récit national français. Enfin, bien sûr, le silence fait sur la révolution haïtienne est d'abord un phénomène qui concerne la mémoire historique en France. Le fait même que le livre de Trouillot, publié en 1994, est devenu un classique, que ce livre n'ait pas été traduit en France est un symptôme évidemment ironique du silence persistant autour de l'histoire d'Haïti en France. Alors heureusement, je signale que cette lacune va enfin être comblée grâce à la parution en septembre prochain d'une traduction française, il était temps, aux éditions Luxe, et il n'est d'ailleurs peut-être pas anodin que cette initiative soit venue d'un éditeur québécois. Il reste toutefois que les choses ont évolué. D'une part, la révolution haïtienne est désormais devenue un objet historique majeur. La France reste un peu à la traîne par rapport à l'historiographie anglophone, très dynamique, mais elle rattrape progressivement son retard, notamment grâce au travail de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs, et ceci sans oublier, bien sûr, d'importants travaux qui sont menés en Haïti même, et dont nous aurons des exemples durant ce colloque. La question des indemnités de 1825, d'autre part, est enfin devenue un objet de débat politique et de recherche historique. Le président haïtien Jean-Bernard Aristide avait essayé d'en faire un sujet diplomatique et économique au début des années 2000 en réclamant à la France des réparations financières, mais il s'était heurté à une fin de non-recevoir. Il est même possible que cette demande, à l'époque, ait contribué à sa chute lors du coup d'État de 2004, soutenu par les États-Unis et la France. Le rapport commandé l'année précédente par Dominique de Villepin et rédigé par Régis Debray à la tête d'une commission, écartait toute idée de réparation en renvoyant la faute de l'indemnité de 1825 sur les Bourbons, puis sur les Orléans, ce qui revenait, selon une manœuvre classique, à exonérer la République. Parallèlement, les travaux novateurs d'historiennes et d'historiens ont permis de mieux connaître la double dette, notamment ceux de Jean-François Brière, Frédéric Beauvois et Gusty Clara Gaillard-Pourchet, ou encore la base de données de l'ANR Repairs. Mais ces recherches restaient dans un cadre universitaire. En 2022, une grande enquête du New York Times, intitulée « La rançon », a eu le mérite d'attirer l'attention sur cet événement en collaboration avec des chercheurs et de proposer des évaluations des conséquences financières à long terme. Catherine Porter, qui a participé à l'enquête, a accepté notre invitation et nous en parlera samedi matin. Au même moment était publié un volume intitulé « Haïti et les chaînes de l'esclavage », dirigé par le regretté Marcel Dorigny, par Gusty Clara Gaillard-Pourchet, par Jean-Marie Théodat et Jean-Claude Bruffertz, volume qui contenait une édition du rapport du baron de Mâcon et une série d'articles par les meilleurs spécialistes de la question. Actuellement, de nouvelles recherches sont menées par de jeunes chercheuses, notamment, souvent doctorantes et post-doctorantes, qui permettent de mieux comprendre les mécanismes financiers de l'indemnité, mais aussi les logiques économiques néocoloniales qui présidèrent à son établissement et qui contribuèrent à redessiner les liens entre capitalisme et impérialisme. Nous aurons demain plusieurs présentations de ces recherches en cours qui sont passionnantes, qui montreront qu'il reste, au-delà des déclarations générales et des débats théoriques qui sont nécessaires, il reste beaucoup de travail à mener pour comprendre historiquement la double dette de l'indépendance haïtienne. Enfin, comme vous le savez, ces derniers mois, à l'occasion des 200 ans de 1825, la question a finalement percé le mur d'indifférence et de silence érigé en France depuis presque 2 siècles. Plusieurs colloques, outre celui-ci, ont eu lieu. Le magazine L'Histoire a édité un numéro spécial consacré au sujet. Des tribunes et des pétitions ont été publiées
pour demander à la France de réexaminer ce lourd héritage. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage s'est particulièrement mobilisée. Enfin, le président de la République a annoncé le 17 avril la constitution d'une commission d'historiennes et d'historiens. Même si les intentions officielles semblent assez timorées, c'est déjà un pas important. Un autre encore a été franchi la semaine dernière, puisque l'Assemblée nationale a voté une résolution demandant au gouvernement d'envisager des réparations. Alors, dans ce contexte, quel est le rôle de ce colloque ? Alors, il ne s'agit pas pour nous de prendre position sur le principe, la nature ou le montant des réparations, même si, je l'ai dit, ce sont des questions qui seront abordées très ouvertement et discutées lors des 2 tables rondes de samedi matin. Il s'agit bien, il est important de le souligner, il s'agit bien d'un colloque d'histoire dont l'objectif est d'abord de comprendre ce qui s'est passé en 1825, d'étudier les différents contextes historiques qui permettent d'en rendre compte et d'éclairer les mécanismes encore mal connus ayant conduit à la double dette d'Haïti. Pour cela, nous avons fait le choix d'une mise en perspective de longue durée qui nous permettra à la fois de présenter des travaux historiques en cours qui renouvellent profondément notre compréhension de l'indemnité, mais aussi de faire le point sur l'histoire de la Révolution haïtienne et enfin de réfléchir aux conséquences de long terme. Cette approche a aussi le mérite, croyons-nous, de ne pas séparer la question de l'indemnité de 1825 de la signification plus globale de la Révolution haïtienne. Rien ne serait plus regrettable que de réduire, même avec les meilleures intentions du monde, le passé franco-haïtien à une question, à une histoire de comptabilité et de dette, au détriment d'une réflexion plus générale sur l'histoire des mouvements d'émancipation, des dynamiques révolutionnaires et des logiques de domination néocoloniale. Le programme est donc organisé de la façon suivante. Aujourd'hui, nous écouterons des présentations sur l'histoire d'Haïti depuis la période coloniale jusqu'au milieu du XIXe siècle, avec cet après-midi une table ronde consacrée à l'histoire intellectuelle des premières décennies de l'indépendance, histoire qui a été profondément renouvelée par des travaux récents. La journée de demain sera focalisée sur 1825, sur cette dette de l'indépendance et sur les conditions commerciales souvent négligées qui l'accompagnaient. Enfin, sur leurs conséquences économiques et sociales sur la population haïtienne. Et nous essayerons de mettre en perspective cette situation en la comparant à des cas similaires et contemporains d'indemnités versées à d'autres colons. Il s'agira ainsi de penser cet épisode historique à plusieurs échelles. Les relations franco-haïtiennes, les abolitions de l'esclavage, l'impérialisme du XIXe siècle. Enfin, samedi matin, 2 tables rondes permettront de poser un regard contemporain sur les enjeux actuels à travers la question des demandes de réparation, y compris dans leur dimension bancaire et financière, et enfin, de s'interroger sur la dramatique situation économique, politique et humanitaire actuelle en Haïti. Cette situation que vous connaissez tous, que certains vivent intimement, et qui est absolument tragique, nous avons pu en prendre la mesure dans l'organisation même de ce colloque. Notre objectif était de réunir ici des chercheurs venus d'Haïti, des Antilles, des États-Unis, de France et d'Europe. Ce pari est largement tenu grâce aux efforts des uns et des autres, mais malheureusement, plusieurs collègues haïtiens ont dû renoncer à venir, notamment Michèle Duvivier-Pierre-Louis, fondatrice et présidente de la Fondation Focale, dont nous espérions la présence, mais aussi notre collègue Jean-Alix René, et enfin Lionel Trouillot, dont le voyage était prévu jusqu'à ces derniers jours, mais qui finalement a dû se contenter d'envoyer un enregistrement vidéo de la conférence qu'il devait donner demain soir, et que nous projetterons en regrettant vivement qu'il ne puisse être parmi nous. De même, tout à l'heure, en fin de matinée, c'est par vidéo, puis par Zoom, que Jean-Alix René nous parlera de la fondation de l'État haïtien. Et c'est presque
un miracle si Pierre Buteau, que je salue, grâce à sa détermination, peut être présent parmi nous malgré les difficultés du voyage et malgré les nouvelles mesures discriminatoires mises en place par l'administration des États-Unis. Haïti occupe une place fondamentale dans l'histoire du monde depuis 2 siècles et demi. L'émancipation des esclaves de Saint-Domingue, leur victoire sur le corps expéditionnaire de Leclerc, leur capacité à construire un État indépendant ont donné une formidable leçon de liberté aux populations asservies, mais aussi une leçon d'universalisme véritable aux Européens et aux Américains. Haïti est devenu un symbole mondial des combats pour l'égalité et la liberté, mais il est devenu aussi, malheureusement, une figure de l'instabilité politique et de la pauvreté. Parmi ceux et celles qui se sont nourris de l'histoire d'Haïti pour penser le monde moderne, sa violence, ses espoirs et ses désillusions, Aimé Césaire occupe une place prépondérante. Dans son cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939, le poète martiniquais saluait la révolution haïtienne en des vers magnifiques, dont on retient souvent ce passage fameux, « Haïti, où la négritude s'est mise debout pour la première fois et a dit qu'elle croyait en son humanité ». Mais Césaire était bien conscient à la fois de la grandeur et des tensions inhérentes à la révolution haïtienne. En 1903, il leur a donné une forme littéraire, poétique et dramatique dans la tragédie du roi Christophe, dont plusieurs scènes seront lues ce soir à partir de 17h grâce à une formidable équipe de comédiens menée par Jean-René Lemoine, lui-même dramaturge, metteur en scène et acteur. Je redirai un mot tout à l'heure, ce soir, du choix de cette pièce. Mais voilà, donc ça sera à 17h. Il nous reste maintenant à remercier tous les participants, mais aussi les très nombreux partenaires de ce colloque. Celui-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de la Fondation du Collège de France et de la Fondation Hugo. Nous avons aussi bénéficié de l'aide décisive de plusieurs acteurs universitaires et scientifiques, l'École des hautes études en sciences sociales, le Centre de recherche historique, le Centre d'études nord-américaines et le Laboratoire Mondes américains, le Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages, toutes des unités du CNRS, du soutien aussi de l'Institut des Amériques et de la Société des américanistes, de l'Université des Antilles et enfin de l'aide généreuse de l'Université américaine de Paris à travers son Centre pour l'étude des génocides, des droits humains et de la prévention des conflits. Enfin, la lecture de ce soir a été financée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et par la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et nous tenons à remercier chaleureusement pour leur soutien, leur aide et leur engagement Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation, et Hortense Archambault, directrice de l'AMC 93. Enfin, un tout dernier mot pour remercier très vivement Jean-Louis Fassi et toutes les équipes du Collège de France, dévouées et efficaces comme à l'ordinaire. Merci.